Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale du Burundi adopte une loi pour mieux contrôler les ONG internationales. Désormais, elles ne pourront plus dépasser 35% de leur budget de leur fonctionnement. Nouvelle avancée dans la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Le président Muhammadu Buhari annonce la reprise de la forêt de Sambisa, l'une des dernières bases de repli du groupe terroriste. Et puis, il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté cette résolution qui vise à sanctionner le pays en proie à des violences depuis 2013. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, après une égalité parfaite entre deux candidats, la commission électorale indépendante a annoncé ce dimanche la reprise jeudi 29 décembre 2016 des législatives à Guiglo sous-préfecture à l'extrême ouest du pays. Le candidat de la RHDP, la coalition au pouvoir, et un indépendant étaient en tête dans cette localité. La campagne électorale démarre le mardi 27 décembre et prendra fin le mercredi 28 décembre 2016 à minuit. Alors qu'il fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds, le Burundi a décidé de restreindre les prérogatives des ONG internationales. Selon un projet de loi adopté le 23 décembre à l'Assemblée nationale, ces ONG ne devront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Elles devront également engager leur personnel local comme le prévoit la constitution burundaise. Corinne Kamdem. L'Assemblée nationale burundaise a adopté ce vendredi 23 décembre un projet de loi qui vise à mieux contrôler les ONG internationales. Ce projet de loi instaurera des mesures très restrictives visant notamment à contrôler les finances et projets des ONG internationales présentes dans le pays. Les ONG internationales étaient par ailleurs régulièrement accusées par le pouvoir en place de financer l'opposition et l'insurrection depuis le début de la crise au Burundi en avril 2015. Si un gouvernement prend une décision, c'est que c'est une décision réfléchie, après avoir vérifié tous les contours. Et je pense aussi que ce n'est pas une décision qui frappe fort aux ONG, parce que les ONG, on en a toujours besoin. Et je pense que le Burundi n'est pas le premier à prendre ce genre de décision. Donc, si la décision est prise, c'est que c'est une décision analysée et une décision qui portera des fruits à l'endroit des différentes interventions dans le pays. Selon ce projet de loi, les ONG internationales devront dorénavant payer $500 américains pour pouvoir travailler au Burundi. Elles devront également engager leur personnel local dans le respect des équilibres ethniques prévus par la Constitution. De plus, elles ne pourront pas utiliser plus de 35% de leur budget pour leur fonctionnement. Il y a deux choses essentielles qu'il faut déplorer. D'abord, on leur exige de virer le tiers de leur budget au niveau de la Banque centrale, ce qui est une aberration parce que c'est l'argent des ONG, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Ce n'est pas la Banque centrale qu'il faut transformer en une banque commerciale. C'est que cette loi exige aux organisations internationales de recruter leur personnel en tenant compte des fameux équilibres 60-40, alors qu'on sait que ces équilibres sont consacrés dans des institutions et des corps sensibles compte tenu des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi. Ce ne sont donc pas des équilibres qui doivent être démis dans les organisations, que ce soit nationales et internationales. Pour l'heure, aucune ONG n'a réagi. Mais selon un responsable d'une des organisations européennes, ce projet de loi aurait été voté sans aucune consultation au préalable avec les organismes concernés. Notant que le Burundi fait face à des sanctions de la part de ses principaux bailleurs de fonds. Sanctions qui résultent souvent des rapports publiés par les différentes ONG qui sont sur le territoire. C'est une avancée dans la lutte contre Boko Haram. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé ce 24 décembre la reprise de la forêt de Sambisa, l'une des dernières bases de repli du groupe terroriste, et cela quelques jours après la libération de plus de 1800 otages retenus dans cette forêt par le groupe terroriste. Explication Fanny Monichi. Il s'agissait du plus important bastion de Boko Haram au Nigeria. La forêt de Sambisa, appelée le camp zéro, abritait les combattants du groupe terroriste. Ils s'y étaient réfugiés après une série de revers militaires. L'armée annonce aujourd'hui avoir chassé les insurgés de cette forêt située à la frontière avec le Cameroun. Boko Haram transcend
Boko Haram dépasse les frontières de ce pays. Vous savez, il affecte certains de nos pays voisins. Et lors de cette arrestation, comme lors des arrestations précédentes, plus de 60% des terroristes de Boko Haram qui ont été arrêtés venaient d'un autre pays de la sous-région ouest africaine. L'armée mène depuis plusieurs mois des opérations dans cette forêt de 1300 km² située dans l'état du Borno au nord-est du pays. Quelques jours plus tôt, l'armée avait annoncé avoir libéré 1880 civils des mains de Boko Haram et capturé plus de 500 combattants. Jusqu'à présent, nous avons pu enlever pas moins de 14 camps de Boko Haram dans la forêt de Sambisa. Et en une semaine seulement, nous avons été en mesure de sauver plus de 1880 personnes qui étaient retenues contre leur volonté par le groupe terroriste. Just within 1 week, we were able to rescue over 1,880. L'armée a exhorté les populations à la vigilance. Les insurgés de Boko Haram ont fui dans plusieurs parties du pays. Des opérations de ratissage sont en cours afin d'identifier leur refuge, notamment dans les États d'Adamawa, Borno et Yobe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a rejeté vendredi 24 décembre le projet de résolution américaine qui prévoyait un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre plusieurs dirigeants du pays. Une décision décriée par plusieurs ONG qui dénoncent l'incapacité des Nations Unies à protéger les civils sud-soudanais, premières victimes de ce conflit. Gladys Mwamba. Il n'y aura pas d'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Telle est la décision émanant du Conseil de sécurité des Nations Unies le 24 décembre 2016. La résolution américaine proposée pour interdire pendant 1 an toute vente d'armes, de munitions et d'équipements militaires n'a recueilli que 7 voix au sein du Conseil composé de 15 membres. Une approbation qui aurait nécessité 9 voix. Les sanctions à l'encontre du Soudan du Sud, selon notre opinion, ne doivent pas être la priorité des Nations Unies. Mais l'engagement de l'ONU envers le Soudan du Sud devrait être concentré plus sur le soutien du dialogue politique. Un appel au dialogue national lancé par le président Salva Kiir le 14 décembre 2016. J'appelle ceux qui portent encore des armes à cesser de détruire leur propre foyer et leur propre pays et à se joindre au processus de dialogue national. Je demande également à notre armée nationale et à tous les organes de sécurité de respecter leur mandat constitutionnel, de protéger tous les citoyens et leurs propriétés. Je vous demande à vous, peuple du Soudan, de me pardonner les erreurs que j'ai pu commettre. C'est l'esprit dont notre pays a besoin et nous devons agir maintenant. Un appel au dialogue salué par l'opposition qui refuse néanmoins que ces négociations soient menées par le chef de l'État sud-soudanais. Pour plusieurs organisations non gouvernementales, le rejet de l'embargo sur les armes par l'ONU est perçu comme une autorisation à poursuivre les affrontements sanglants. Les affrontements entre les forces loyales au président Salva Kiir et celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar auraient contraint près de 1,61 million de Sud-Soudanais à quitter leur foyer depuis décembre 2013. L'année 2016 s'achève, l'heure est au bilan en Guinée équatoriale. Sur le plan économique, la chute des cours du pétrole s'est répercutée sur les dépenses d'investissement public, moteur de la croissance dans le pays. Toutefois, le gouvernement équato-guinéen s'est engagé à trouver d'autres sources de revenus. Plusieurs projets des secteurs primaires, secondaires et tertiaires ont été lancés. Notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edomassa, nous explique ces projets. Relancer l'économie et créer des emplois, ceci a été l'ambition du gouvernement équato-guinéen au cours de l'année 2016. Pendant cette période, plusieurs projets pour la promotion des secteurs productifs et services ont été mis en place. Il s'agit des projets tels que la création d'usines, des sites touristiques, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Objectif, sortir de la récession économique que connaît la Guinée équatoriale depuis 2014 due à la baisse du prix du baril du pétrole. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. C'est pour cela que nous devons promouvoir les secteurs tels l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, le commerce et les services. Pour encourager les initiatives privées, certains responsables des petites et moyennes entreprises ainsi que des paysans ont bénéficié du soutien financier du gouvernement. Le gouvernement de la Guinée équatoriale il soutient l'initiative privée. Il a mis un fonds pour promouvoir
les petites et des moyennes entreprises. Et en plus de cela, il a mis notre fonds pour promouvoir la femme rurale. Malgré ces avancées significatives réalisées dans le cadre de la diversification des sources de l'économie, certains acteurs politiques estiment que le gouvernement doit multiplier les efforts pour améliorer le climat des affaires. Il faut créer un climat de liberté dans l'ensemble du pays. Il faut que les personnes sachent qu'ils peuvent évoluer librement dans le pays sans les restrictions que nous voyons tout le temps. Et puis, bien entendu, il faut libérer le monde des affaires. Parce que vous savez que les affaires en Guinée équatoriale restent entre les mains d'un petit nombre de personnes. La Guinée équatoriale possède un potentiel important de matières premières. Néanmoins, l'État importe plus de 80% des produits alimentaires. Pour inverser la tendance et pour une plus-value, le gouvernement équato-guinéen compte renforcer les secteurs de production. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.